En 2008, la flambée des prix de l'alimentation avait provoqué des manifestations violentes dans les pays en développement. On les avait appelées « émeutes de la faim ». Aujourd'hui encore, le prix du blé, du sucre ou encore des huiles flambe. Les raisons sont climatiques, démographiques, mais pas seulement. Des spéculateurs interviennent sur les marchés pour faire du profit. Résultat, en bout de chaîne, des hommes, des femmes, des enfants n'ont plus les moyens de se nourrir. Je trouve ça quand même indécent qu'on spécule et qu'on provoque la faim dans le monde, et même la faim dans le monde, et même au niveau européen. Les grandes crises, les grandes révolutions ont toujours été provoquées par des crises alimentaires. Toujours. Nicolas Sarkozy a fait de la lutte contre la spéculation l'un des chevaux de bataille de sa présidence du G20 et pour cela, il veut le soutien entier de l'Europe. Mais pour la Commission européenne, faute de transparence sur les marchés, il n'existe pas de preuves sur le lien entre les spéculateurs et la volatilité des prix. Paris et Berlin se livrent une véritable bataille. Le chef de l'État veut forcer la main de la Commission européenne et lui faire dire que les spéculateurs sont parmi les responsables de la hausse des prix. Il en est convaincu. Si je me suis trompé, je serai le premier à le reconnaître avec beaucoup d'humilité. Comment lutter contre la spéculation sur les matières premières agricoles? C'est le thème de cette édition. Mais d'abord, un rapide coup d'œil à l'essentiel de l'actu européenne de la semaine. Bruxelles trop complaisante avec les dictateurs, c'est ce que pensent des ONG comme Human Rights Watch. Le président ouzbek a été reçu en catimini cette semaine par José Manuel Barroso pour parler gaz. Islam Karimov est considéré comme un despote, notamment après le massacre d'Andiyan qui avait fait des centaines de morts en 2005. Décidément, personne n'échappe au film, rien à déclarer, pas même le Belge Herman Van Rompuy qui préside le Conseil européen. Ça me rappelle toutes les blagues que les Néerlandais, les Hollandais racontent des Flamands. Je ne savais pas que c'était pareil entre les francophones de la Belgique et les Français. Des eurodéputés poussent l'Agence européenne de sécurité alimentaire à revoir sa copie sur l'aspartame. Le gendarme européen qui contrôle nos verres et nos assiettes avait considéré au mois de mai que l'aspartame ne posait aucun problème. Mais selon 2 études récentes, cet édulcorant présent dans les boissons gazeuses sans sucre serait nocif pour les femmes enceintes et augmenterait les risques de cancer. Il faut un salaire minimum européen, c'est en tout cas ce que préconise le chancelier autrichien. Werner Faymann considère que l'écart entre les riches et les pauvres se creuse et que les classes moyennes souffrent. L'Autrichien recommande de s'attaquer au dumping salarial parallèlement à la lutte contre l'endettement des États. La chasse au loup en Suède ne plaît pas du tout à Bruxelles. La Commission vient d'ouvrir une procédure d'infraction. Stockholm, qui veut limiter sa population de canidés à 210 individus, a ouvert un quota de loups à abattre. Mais après le premier week-end de chasse, il ne restait déjà plus que 2 loups à tuer. Va-t-on connaître cette année de nouvelles émeutes de la faim? C'est en tout cas ce que craignent de nombreux spécialistes tant les prix des matières premières alimentaires flambent. Le blé a plus que doublé en quelques mois. Si cette flambée est pénible pour le portefeuille des ménages européens à bas revenus qui consacrent en moyenne 10 à 20% de leur budget à la nourriture, elle est terrible pour les Africains pauvres pour qui ce poste représente jusqu'à 80% de leurs ressources. Alors pourquoi une telle hausse? D'abord en raison des problèmes climatiques, inondations en Australie, sécheresse en Russie. Il y a aussi le développement des biocarburants. À présent, la canne à sucre ou le maïs servent aussi à remplir nos réservoirs. Et puis, les terres agricoles disparaissent peu à peu au profit de zones d'habitation. Tout cela alors que le nombre de bouches à nourrir sur la planète ne cesse d'augmenter. Nous serons 9 milliards d'êtres humains en 2050, soit moitié plus qu'aujourd'hui. Ces problèmes ne concernent pas que les pays lointains du tiers-monde, ils nous concernent nous aussi en Europe. Je suis persuadé que ça va poser d'énormes problèmes et on peut aller droit dans le mur, puisque de toute façon la consommation augmente. La production n'augmente pas, ou beaucoup moins vite que la consommation, puisque nous avons les nouveaux pays qui arrivent, la Chine, l'Inde. Le jour où chaque Chinois boit un verre de vin par semaine, la production ou la surproduction mondiale, elle est résorbée en très peu de temps.
En attendant de boire tous du vin régulièrement, les Chinois se sont déjà mis à manger plus de viande. Et qui dit plus de viande dit plus de bétail. Et qui dit plus de bétail dit plus de céréales pour le nourrir. Les Chinois ont bien conscience que l'alimentation est un enjeu stratégique pour le futur, or il manque de place chez eux. Du coup, on assiste à une véritable course aux terres cultivables. La Chine, mais également des investisseurs, achètent des terres à tour de bras dans le reste du monde. Rien qu'en 2009, 45 millions d'hectares ont été vendus, 10 fois plus que les années précédentes. Quand on voit qu'aujourd'hui des pays comme la Chine achètent des terres pour s'assurer leur approvisionnement futur, c'est-à-dire chacun est en train de prendre la mesure de l'enjeu stratégique qui est la question agricole et alimentaire, tellement stratégique que des grands pays ou des grandes puissances comme la Chine font des achats en dehors de ce qu'est leur aire géographique ou géostratégique pour s'assurer de leur propre approvisionnement dans l'avenir. Je ne sais pas si on voit où on en est arrivé. Mais je comprends un peu les Chinois. Ils ont 1,3 milliard de personnes à nourrir. Et leur premier objectif, chaque fois que j'ai visité la Chine, c'est d'assurer la sécurité alimentaire. Comme nous vivions un petit peu dans l'excédent permanent en Europe, ce n'était plus le souci des hommes et des femmes politiques chez nous, mais je pense que ça va le devenir très, très rapidement, puisque nous avons aussi 500 millions. Par rapport à la Chine, c'est peu, mais 500 millions de bouches à nourrir au niveau de l'Europe. Les phénomènes de hausse, les flambées des prix, ça consiste à aboutir à ce qu'on a appelé les émeutes de la faim. Et quand vous avez des phénomènes profonds de baisse des prix, c'est toute la capacité qu'on a à investir dans l'agriculture, à assurer le revenu des agriculteurs qui est remis en cause. Donc dans les deux cas, on déséquilibre complètement le système et ça c'est très dangereux. Mais un autre facteur pourrait contribuer à cette flambée des prix, la spéculation. La spéculation sur les denrées alimentaires, sur les marchés à terme alimentaires, elle existe depuis plusieurs siècles puisque les marchés spéculatifs se sont créés autour des denrées alimentaires. Comment ça fonctionne? Il s'est trouvé que jusqu'ici, une dizaine d'années, la spéculation s'est développée de manière extrêmement importante sur ce qu'on a appelé les marchés immobiliers, les grands marchés financiers et que jusqu'il y a 2-3 ans, ces grands spéculateurs avaient oublié, tant mieux, les marchés des matières premières et en particulier les marchés agricoles. Il se trouve qu'avec la crise financière, une partie des spéculateurs est revenue spéculer sur les marchés des matières agricoles et alimentaires. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'avec l'évolution démographique du monde, le fait qu'on sera 3 milliards d'habitants de plus en 2050, la tension sur les marchés agricoles, sur la matière première agricole, est de plus en plus forte. Et ça, malheureusement, ça a l'air d'intéresser un certain nombre de spéculateurs. J'ai vu un de mes amis à Berlin, qui est un chercheur, qui travaillait dans un laboratoire, et qui me dit « Mon banquier m'a proposé d'acheter du blé, qu'est-ce que tu en penses ?» Je dis oh, « Attends, je rêve. » Il a dit « Si, mon banquier m'a dit, si tu achètes du blé, je te garantis un rendement de 10%. » Et c'est là que j'ai vu la première fois, il y a 4 ans, qu'est-ce que vous lui avez dit? Des banquiers. Mais j'ai dit, écoute, essaye voir de faire le coup. Donc il a acheté, je ne sais plus, quelques centaines de tonnes. Ce n'était pas des sommes énormes. Et effectivement, il avait gagné ses 10%. Sans avoir vu jamais un grain de blé, un grain de maïs. Alors concrètement, comment fonctionne cette spéculation? Certains fonds financiers vont acheter du blé ou du maïs, puis ils vont le retenir, et ce afin de créer une pénurie. Une pénurie qui va faire grimper les prix, c'est la loi de l'offre et de la demande. Puis ces fonds vont revendre leurs marchandises, empochant au passage de gros bénéfices. Il faut qu'il y ait une régulation alimentaire et agricole à l'échelle mondiale, et on doit avoir un organisme auprès de l'ONU qui puisse assurer des stocks à l'échelle mondiale pour répondre aux besoins les plus urgents. C'est absolument nécessaire. Parce que des stocks, ça permet aussi d'éviter les flambées spéculatives. Actuellement, ce n'est pas le cas? Et actuellement, ce n'est pas le cas, où les stocks sont très très bas en ce moment. Et donc, dès que les stocks sont très bas, les spéculateurs anticipent l'hypothèse de la montée des prix et on a un effet boule de neige qui, sur un marché qui est tendu, eh bien, on multiplie l'effet hausse de prix à cause de la spéculation. Donc il faut à tout prix faire en sorte qu'on baisse la tension sur les marchés et on a besoin d'une gestion de stock à l'échelle mondiale. Les marchés manquent de transparence et il est difficile de déterminer l'effet réel de la spéculation sur la volatilité des prix. Mais Nicolas Sarkozy, convaincu du rôle néfaste de certains acteurs financiers dans ce secteur, a fait de la lutte contre la spéculation l'une des priorités de sa présidence du G20.
Je crois que quand Nicolas Sarkozy avait au G20 parlé des matières premières, allez, 30 à 50% de ses collègues rigolaient. À présent, c'est Nicolas Sarkozy qui rigole. Cette semaine, il a ouvertement critiqué un rapport de la Commission européenne qui ne reconnaissait pas de lien direct entre spéculation et volatilité des prix. L'étude montrant que la spéculation ne conduit pas à l'augmentation du prix des matières premières au niveau mondial, je recommanderai une date pour la publier, le 1er avril. Je pense qu'à ce moment-là, elle sera parfaitement en situation et je suis sûr que chacun l'appréciera. Bruxelles devait présenter ce rapport sur les matières premières mercredi, mais Nicolas Sarkozy a forcé l'exécutif européen à revoir sa copie et à reporter sa présentation. Il veut que l'Europe soutienne pleinement ses objectifs pour le G20. Nous avons pu obtenir le document initial. La phrase qui a provoqué l'agacement du président de la République indiquait qu'il n'y a aucun élément probant attestant d'un lien de causalité entre spéculation et volatilité. La Commission a promis de modifier cette phrase. Michel Barnier, par exemple, n'a aucun doute sur la spéculation. Je trouve, quand elle existe, la spéculation sur les matières premières agricoles, scandaleuse. Et donc, nous avons décidé d'agir en accord avec le président Barroso. Mais il y a débat au sein de la Commission. Faute de données, il manque des preuves quant à l'influence de la spéculation. C'est également ce que disent certains rapports du FMI ou de l'OCDE. Et c'est précisément pour cela que la présidence française du G20 demande une plus grande transparence des stocks. Nicolas Sarkozy est déterminé à établir des règles mondiales pour contrôler le prix des matières agricoles. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous envoyer un message. Notre adresse email europe@bfmtv.fr. Vous pouvez également consulter cette émission en podcast sur le site internet de la chaîne. Rendez-vous le week-end prochain, samedi 11h45, dimanche 16h45 pour une nouvelle édition de La Faute à Bruxelles sur BFM TV.